et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle lecture. Nous sommes évidemment sur En toute puissance, nous sommes à la suite du coup de la partie extrêmement violente que tu as dû voir peut-être juste avant. Nous par contre on est sur une totalement nouvelle session de stream, on est même, pour être tout à fait franc, 3 semaines plus loin par rapport à la dernière session de stream. Ça a été tellement ultra violent ce qu'on a lu que j'ai décidé de tout simplement me protéger un petit peu et de faire une pause dans la lecture. Et là ça y est, on s'y remet. Après 2 petites semaines de pause, on y est reparti. Par contre, ça y est, ça fait 1 an. Officiellement, ça fait 1 an que nous sommes en train de lire En toute puissance tous les jeudis. Ça commence à dater, voilà, ça commence à dater. On est à 481 pages sur 631. Donc mine de rien, joyeux anniversaire, mais on se rapproche de la fin. Quand même, j'espère. Grosso merdo, là, il reste à environ, on va dire, 100 pages, 120 pages, à peu près. Parce que vous avez toujours un certain nombre de pages en référence, en fait, en bibliographie. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur la fin, hein, clairement, plus proche de la fin que du début. Et donc, plus particulièrement, on est sur une partie construction, la justice restauratrice. Merci au passage pour Askadi, merci énormément pour le follow, tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent, et ça c'est beau, et ça c'est beau. On est parti, allez, descendons. Comme d'habitude, je vous le rappelle, mais si vous avez le moindre écho, si vous avez la moindre remarque, la moindre demande, définition, peu importe, bref, si vous avez besoin d'échanger, vous n'hésitez pas dans le chat, c'est fait pour. Hein. Pareil pour les gens sur YouTube, c'est fait pour. Vous n'hésitez pas, si vous avez le moindre retour, le commentaire, c'est bienvenu. Justement, le principe de la lecture en live, c'est d'échanger avec vous. J'ai eu un retour sur un des premiers épisodes de la lecture de En toute puissance. Je crois que c'était En toute puissance. Je sais plus si c'est En toute puissance ou un autre des livres qu'on a lu, qui me disait alors c'est bien la lecture, mais il y a trop d'arrêts et il y a trop d'anecdotes et il y a trop d'interactions avec le chat. Oui, c'est pour ça que c'est une lecture en live. C'est pour faire des interactions, en fait. Enfin, c'est le principe. Sinon, j'aurais enregistré éventuellement le livre en format purement audio, sans mettre aucune anecdote et sans faire ça en live, en fait. L'intérêt du live, c'est justement d'échanger, en fait. Donc, c'est fait pour. Voilà, je le rappellerai jamais assez, parce qu'il y a toujours de temps en temps, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais j'osais pas interrompre ». Vous n'interrompez pas. Au pire des cas, si je suis dans ma lecture, que je suis en train de faire un paragraphe, je vous lirai après. C'est pas grave, ça mettra 5 minutes, mais je vous lirai. On est parti, dans tous les cas. Construction, la justice restauratrice. À partir d'un contexte de sapage concernant tous les acteurs d'une situation, victimes, offenseurs, communauté. On va voir comment la justice restauratrice tente de libérer de l'orientation contrôlée ou impersonnelle, aide à reconstruire l'orientation autonome. La justice restauratrice, c'est une alternative, une troisième voie, aux moyens habituels de répondre à la criminalité. Et elle a commencé à être testée dans les années 70 aux États-Unis via des processus de médiation, de réconciliation. Dans un cadre très sécurisé, victimes et délinquants se rencontraient afin que la victime puisse éprouver un véritable sentiment de justice en exposant à l'offenseur les conséquences de ses offenses, en pouvant lui poser des questions auxquelles lui seul pouvait répondre. L'offenseur pouvait alors prendre conscience de ses actes, en étant directement confronté à la souffrance de la victime, pouvait exprimer ses excuses. L'échange visait alors à trouver une réparation. Via un médiateur et l'interaction entre les parties, il pouvait être décidé ce que l'offenseur devait réparer afin de guérir au mieux les torts commis. Voici un exemple de ces médiations dans les années 70. Russ a commencé sa vie dans des conditions plutôt difficiles. Il avait 6 frères et sœurs. Leur père est mort lorsque Russ avait 6 ans, et sa mère quand il en avait 15. Il finit par plonger dans l'alcool et la drogue. Un soir, lui et ses amis se mettent en tête de tout saccager sur leur passage. Ils abîment 24 voitures, un bateau, 22 propriétés, un magasin, ainsi qu'une église. La police les arrête le lendemain. Ils reconnaissent leurs responsabilités. Dans un parcours classique de justice, la police l'arrêterait. Celui-ci irait ensuite au tribunal où un avocat tenterait de lui donner des circonstances atténuantes pour alléger sa peine, par exemple en citant son parcours de vie plein de souffrances. Et les avocats de victimes tenteraient de faire prendre conscience des conséquences des saccages afin qu'ils obtiennent des dédommagements à hauteur de ceux-ci. Cependant,
Il est probable que le parcours classique non seulement n'arrête pas les actes de Russ, les problèmes qui sont liés à ces délits n'étant pas réglés, cela augure une forte récidive, mais aussi ne permettent pas aux victimes d'avancer sereinement, ces dernières se pouvant par exemple se sentir en insécurité, doublant leurs dépenses au-delà des dédommagements afin de se sécuriser. Non seulement l'aspect matériel pour elles n'est pas vraiment réparé, mais l'aspect psychologique n'est pas du tout soigné. Les victimes vivront au quotidien dans la crainte que l'événement se reproduise, peut-être avec du ressentiment et de la méfiance pour tous les gens qui pourraient ressembler à Russ. Ou peut-être se sentiront-elles coupables et chercheront indéfiniment à savoir pourquoi est-ce qu'elles ont été touchées, elles, sans être certaines si Russ les a visées personnellement ou pas du tout. Mais cette affaire sera traitée via les premières initiatives de justice restauratrice. Mark Yancey, un agent de mise à l'épreuve, a l'idée de faire se rencontrer les victimes et les délinquants, afin que ceux-ci reconnaissent leurs responsabilités et s'engagent à réparer le mal fait. Yancey propose cette démarche au juge Gordon McConnell, qui, lui-même assez fatigué de l'inefficacité de la justice concernant la récidive, accepte. Passage donc du texte. Rencontrer nos victimes, écrit Russ Kelly, a été l'une des choses les plus dures que j'ai jamais vécues de ma vie. Accompagnés par Mark Yancey et Dave Worth, nous leur avons présenté nos excuses, écouté ce que les victimes avaient à nous dire, déterminer le montant de la restitution, demander pardon, et déclarer aux victimes que c'était un acte de vandalisme au hasard, qu'elles n'étaient donc pas ciblées. Environ 2 mois plus tard, nous sommes revenus avec des chèques pour compenser les dépenses non couvertes par les assurances. Nous avons été également sanctionnés par une mise à l'épreuve de 18 mois. Si j'avais été en prison, j'en serais ressorti en étant une personne pire, avec un cœur endurci. Russ Kelly est aujourd'hui médiateur et conférencier sur la justice restauratrice au sein de l'association Initiative de justice communautaire. Depuis, la justice restauratrice a beaucoup évolué. Elle s'est diffusée dans de nombreux pays, comme le Québec, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, sous des formes différentes, s'inspirant aussi des protocoles de justice des autochtones, notamment des Amérindiens, des aborigènes d'Australie, du Québec, qui, avant le colonialisme, fonctionnaient aussi sous cette forme de rencontre entre offenseurs, victimes, communautés, et cherchaient à résoudre le problème de façon à ce que la victime se sente réparée, que la communauté ne soit plus inquiétée par ce crime ou ce délit, que l'offenseur puisse se réintégrer, notamment via une réparation des dommages, matériels ou moraux, et une transformation de ses comportements d'une façon qui ne lèse ou n'inquiète plus le collectif. Ainsi, Howard Zeer définit la justice restauratrice comme un processus visant à impliquer, dans la mesure du possible, ceux qui sont concernés par une infraction spécifique afin d'identifier et de traiter collectivement les préjudices, les besoins, les obligations, afin de guérir et de rendre aussi juste que possible la situation. Hop, je rattrape un petit peu. Vend une voiture rouge, personne lambda, elle est trop rouge. Ça pourrait, j'en connais. Sinon, c'est devenir un collègue de Sarkozy. De quoi que quoi? Je l'ai pas, Gigilou. Ah non, vous voulez parler du temps des tempêtes? Non, faites pas ça. D'ailleurs, ceux qui ne le sauraient pas, vous avez quand même Eva Samay qui vous a fait une lecture de... Enfin, pas une lecture, parce qu'elle a mis l'audiobook de Sarkozy en même temps qu'elle faisait du... machin simulator là où tu nettoies tout, je sais plus le nom. C'était génial. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'à la base, c'est moi qui lui ai donné une idée débile comme ça. Et qu'elle l'a fait. Voilà. Et c'était la meilleure idée du monde. Et quand elle l'a fait, je suis passé dans le chat juste pour dire « Salut, j'ai pas le son. C'est génial de te voir le faire. Bisous. » Je n'ai eu aucun regret. Je n'ai eu tellement aucun regret. Russ, tu prends ton petit marteau et tu répares, comme les enfants. Tu leur gueules pas dessus, mais tu leur demandes de nettoyer. Mais c'est ça le truc. On en parlait notamment plusieurs fois ces derniers temps, parce qu'on en parle aussi quand on n'est pas sur les live lectures. Mais pour le coup, si tu prends 30 secondes pour réfléchir, la plupart des cas de personnes qui sont en prison, en fait, ils sont là pourquoi? Vous en avez un tiers, ils sont là parce qu'il n'y a pas encore eu de jugement. Mais ils sont quand même en prison. C'est quand même rigolo. Parce que si ça se trouve, ça veut dire qu'il y en a une bonne part qui sont innocents. Vous avez une autre part, non négligeable, qui sont des gens qui sont globalement les gens qu'on n'aime pas
Les gens que les puissants n'aiment pas, que les dominants n'aiment pas, genre du SDF, genre des pauvres, et qui sont généralement là pour avoir commis des choses qui sont illégales, on va dire. Mais finalement, est-ce que ça veut dire que c'est juste qu'ils soient là? C'est très discutable. Parce que la loi, en fait, c'est quoi? Est-ce que la loi, c'est garant de la justice? Non, c'est pas garant de la justice. À partir du moment où la loi, elle est pondue par des Jean-Michel qui ont tous les pouvoirs, qui sont en situation de domination depuis pas mal de temps, vous pensez vraiment que ce qu'ils vont pendre comme loi vont être des trucs qui potentiellement peuvent les emmerder? Bien sûr que non. Est-ce que vous pensez que par contre il y a des grandes chances que ces personnes-là vont pondre des lois qui vont être tout à leur bénéfice pour les maintenir dans la situation où ils sont? Ah, ça c'est possible. C'est marrant parce que quand vous prenez par exemple des gens politiques qui détournent des quantités phénoménales de thunes, est-ce qu'on les voit en prison? Bah, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, hein. Et pas longtemps quand ils y vont. Hein? Vraiment pas longtemps quand ils y vont. Par contre, Jean-Michel, pauvre, qui en peut plus d'être sous les dettes, qui parfois il est juste dans la merde du début à la fin de sa vie, parce que ses familles aussi étaient pauvres, que ses parents étaient pauvres, qu'il a toujours été mis de côté, toujours on lui a chié dessus au niveau sociétal, bah lui il se retrouve en prison parce qu'à un moment donné, il n'a pas pu payer des loyers, ou il n'a pas pu payer telle ou telle dette, ou je ne sais quelle autre connerie du même genre. Lui par contre, il va se retrouver en prison. Est-ce que c'est juste? Il y a de grandes chances que non. Et même si on part sur des faits de violence, allez, admettons. Et quand je parle de faits de violence, hein, je parle pas de là, comme ça a été dit, les horribles dégradations sur, oh mon dieu, un bateau. Ah, toutes nos pensées pour les familles des bateaux, hein, toujours. Et les vitrines et tout ça, hein, comme d'hab. Hein. Est-ce que vous pensez que des gens qui, pour une grande part, ont commis éventuellement des actes de violence, ils le font en se disant « Ah ah ah, c'est trop bien, j'ai fait du mal à des gens, cool !» Non, généralement non. Ils sont dans un bassin qui par exemple est un bassin de violence, ils subissent des violences. Et du coup, comme souvent, la victime devient bourreau aussi. Et du coup, c'est un problème, parce que si juste vous vous contentez de taper sur la personne, sachant qu'elle est déjà victime de beaucoup de choses, quand bien même elle a fait des abus, est-ce que vraiment, vous pensez que ça va l'aider à passer au-dessus de ça? De lui remettre encore un coup de bâton? Bah non, en fait, ça va servir à que de... La seule chose que ça va faire, ça va renforcer ces éléments-là. Ça va juste la pousser à faire plus de violence qu'avant. Donc c'est pas très utile. Bon, même c'est totalement inutile, la prison. Le coup de bâton, ça n'a jamais servi à rien. La répression, ça ne sert qu'à faire de la répression. Ça ne sert pas à guérir la société, ça ne sert pas à améliorer les choses, en fait. C'est partant de là, il faudrait se poser ces questions-là. Est-ce que vraiment c'est pertinent d'avoir ce système-là qu'on voit que ça ne fonctionne pas, et que c'est pas quelque chose qui est genre récent, c'est pas genre on s'est dit là il y a 10 ans, ah putain peut-être que la prison finalement c'est pas ouf, non, il y a des critiques qui remontent à tellement loin que c'en est absurde de voir qu'aujourd'hui encore on dit bah non la prison c'est trop bien, vas-y on fait ça. Surtout quand on voit les conditions des prisons, hein. Si on parle des prisons françaises, hein. Oh, mon dieu, l'état des prisons françaises, est-ce que vous pensez vraiment que ça va aider à empêcher la criminalité, la délinquance, de foutre des gens qui sont déjà dans la merde, dans des conditions de vie encore pires? Enfin, vraiment, est-ce que c'est pertinent? Parce que dans les prisons, quand même, on meurt beaucoup, en fait. On meurt quand même vachement beaucoup trop dans les prisons. Le seul truc que ça fait, c'est de faire des souffrances. C'est vraiment pas très pertinent comme élément de société, je trouve. Une machine à souffrance, moi je pense qu'on a mieux, hein. On peut proposer tellement plus. On peut proposer tellement plus. Et bonjour Corsen, et merci énormément pour le follow. Bienvenue à toi. Attention, il est possible qu'un bateau, ça soit des pêcheurs. Oui, ça peut être un bateau de pêcheurs, mais en soi, est-ce que tu crois que le bateau, il ressent quelque chose? Est-ce que tu penses vraiment que de manière pertinente, on va dire « Ah mon dieu, toutes nos pensées pour la famille du bateau ». C'est pas pertinent. La société, à un moment donné, si elle a foutu des gens dans une telle merde qu'ils en viennent à juste péter une durite comme ça, à devoir juste se dire une fois, allez vas-y on va faire du sbul parce que ça va nous faire du bien, ça va nous permettre d'exprimer et de sortir un petit peu tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on prend dans les dents. Est-ce que tu penses que vraiment c'est pertinent de dire, ah mais attends, le bateau c'est peut-être un bateau de pêcheurs? On s'en fout en fait. La société elle a déjà pas répondu à leurs demandes en fait. La société elle a déjà pas répondu au minimum syndical qu'elle aurait dû faire à ces gens-là. Du coup, le problème c'est toujours pas ces gens-là en fait. Même si c'est un bateau de pêcheurs, le problème n'est toujours pas ces gens-là. C'est pas pertinent. Les vols de subsistance, ça devrait apporter de l'aide et pas une punition. Mais oui.
Le système fonctionne parfaitement du point de vue capitaliste. C'est rentable de ce point de vue. Ouais, et encore. Et encore. On construira un yacht de moins pour remplacer les bateaux de pêche. Voilà, on pourrait se dire que par exemple, du coup, on pourrait réquisitionner les yachts, on pourrait peut-être les démonter et en faire autre chose. Parce que en soi, les yachts, ça sert pas à grand chose. Enfin, même ça ne sert à rien. À part à Jean-Michel grosse bourse qui veut montrer que il a une grosse bourse et que oh mon dieu je suis un Jean Richou. Très bien, va te faire foutre en fait parce que la planète elle est en train de crever à cause de la pollution, elle est en train de crever à cause du système capitaliste. Les gens dans la société sont en train de crever parce que justement il y a Jean-Michel qui va accaparer les ressources qui normalement auraient pu permettre de subvenir aux besoins de peut-être 1 millier de personnes. Mais non. On va dire, ah c'est Jean-Michel qui a pété un câble parce qu'il en peut plus, parce que justement on l'a mis dans la merde depuis 25 ans. C'est sa faute, c'est lui le méchant. Moi ça me pose problème ce genre de point de vue. Je vous avoue que ça me trigger beaucoup. Je continue la lecture. De façon générale, la justice habituelle et ses conceptions. Pour bien comprendre la justice restauratrice, il nous faut en premier lieu voir les conceptions de la justice traditionnelle. Quand une personne commet un tort contre une autre, la justice considère qu'il y a un état d'injustice et que pour le corriger, l'offenseur doit subir une souffrance proportionnelle à celle de la victime. Vous voyez que rien que ça déjà c'est débile. Viens, on réfléchit à comment les réutiliser les yachts. Ça me semble bien. Ça en soi, vous voyez, ça explique déjà tout le problème du truc. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est pas réparer. T'as souffert, toi, donc on va faire souffrir lui aussi. Mais c'est débile en fait. En termes de société, quel est l'intérêt d'avoir un système mis en place par la société qui n'a comme pour unique fonction que de propager plus de souffrance? Quel est l'intérêt? Quel est le point en fait? En termes sociétal, quel est le point? Genre, vraiment. Ils veulent forcer l'empathie en fait. Mais tu forces pas l'empathie en donnant de la souffrance. Tu ne vas pas forcer de l'empathie en donnant de la souffrance à la personne. Ça ne va pas marcher. Si je te mets un coup de bâton parce que j'ai mal d'un truc que tu m'as fait, tu vas pas te dire « Ah mon dieu, maintenant que tu m'as donné un coup de bâton, je vois que tu as mal et je comprends ta douleur. » Non, tu vas me dire « J'ai envie de t'en mettre une autre. J'ai envie de te mettre un coup de bâton moi aussi. » Ce qui est logique, puisque t'as mal. Et que quand t'as mal, généralement, t'es pas forcément dans de bonnes dispositions. En soi. À mon sens, c'est surtout un vestige de système de justice morale chrétienne occidentale. Ouais, peut-être, et encore, je sais pas. Je sais pas, parce que la prison, elle a existé bien avant qu'il y avait un système occidental chrétien, en vrai, je pense. Enfin, ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. L'intérêt dans leur tête, la dissuasion, exactement. Oui, pas la prison comme maintenant, c'est vrai. Pas la prison comme maintenant. Mais je veux dire, il y avait déjà des systèmes de cachot et compagnie en soi. Mais ouais. Un logement de vacances gratuit pour prolo par tirage au sort pour les yachts. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal ça. Le seul cas où ça peut éventuellement marcher, c'est pour les très rares personnes qui n'ont aucune empathie. C'est pas un truc qu'on retrouve chez les très riches plus souvent. Alors c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. Et bonjour Nîmes, j'espère que tu vas bien. Sachez que ce matin, mon jus d'orange a très bon goût. Ça va donc être une très bonne journée. Parfait. Du coup, j'espère que vous allez bien. Eiji, les Nimeria, bienvenue à vous. On est en train de faire la lecture de sciences humaines et sociales sur la justice réparatrice. Et on est déjà en train de s'énerver parce que on est en train de parler de la justice classique. Et que le principe de la justice classique, en fait, globalement, c'est machin a souffert, donc machin doit souffrir aussi. Très bon plan. Au niveau du coup de ce que tu dis Axel, c'est pas tout à fait pareil. Alors pour ceux qui n'ont pas vu du coup les lectures d'avant, on a notamment travaillé les personnalités de droite et d'extrême droite. Et on s'est rendu compte d'un truc très rigolo avec les études qui ont été faites, c'est que concrètement vous avez deux grands profils qui craignent. On va dire ça comme ça. Vous avez les personnes qui sont au score au RWA, au Right Wing Authoritarianism, autrement dit l'autoritarisme de droite. En gros, ce sont des personnes qui ont besoin de l'ordre. Ils aiment l'ordre. Voilà. En soi, ils peuvent être aussi bien leaders que suiveurs. Ça, il y a un peu de tout. Dans l'idée, ce sont des gens qui ont, on va dire, une certaine peur de ce qu'ils ne comprennent pas, une certaine peur des différences. Et pour réguler cette peur, je vulgarise de ouf, c'est vraiment très gros. Pour supprimer cette peur, ils ont besoin de l'ordre. Ils veulent de l'ordre parce que l'ordre, ça donne un cadre. Ça donne un cadre dans lequel tout est compris, tout est attendu. On sait que s'il y a tel élément, on arrivera à tel élément. Et donc c'est rassurant. Ça permet de justement un peu casser cette peur venant des inconnus dans l'équation. Le deuxième profil qui craint, et qui craint nettement plus,
c'est le SDO, l'orientation à la dominance sociale, qui est le profil qui est vraiment le profil de grosse merde. C'est une personne qui est intimement convaincue qu'elle est le leader absolu, qu'elle est mieux que les autres, qu'elle vaut mieux que les autres, qu'elle est plus importante que les autres ne sont que finalement des sous-fifres, des outils à sa disposition. On est sur des personnes qui généralement peuvent avoir une construction sociale de leur personnalité qui supprime totalement l'empathie, et notamment l'empathie sur les personnes surtout qui ne sont pas de leur classe sociale, parce que, autre élément important avec les SDO, il y a une très grosse corrélation avec certains éléments. Quels sont ces éléments? Vous allez voir, c'est incroyable. Les éléments qui font que vous avez de grandes chances d'être un SDO, c'est si vous êtes un homme blanc, riche, occidental et hétéronormé. Ça donne envie, hein. Ça donne envie comme profil, hein. Ah là, vous voyez la qualité, hein, évidemment. Donc on est sur des personnalités où là, pour le coup, justement, comme construction sociale, il y a l'idée que ils sont supérieurs, ils valent mieux que vous, parce qu'ils sont nés dans des meilleures familles que vous, dans le sens en termes aisés, hein, s'entend. Ils vivent dans des conditions de vie où en fait, ils ne connaissent pas l'échec, ou très peu. Ils sont dans des conditions de vie où en fait, quoi qu'ils fassent, ils seront toujours à l'ascendant des autres, en situation de domination. Et donc ça va conforter, ça va confirmer leur construction sociale qui, eux, valent mieux que les autres, valent mieux que nous, notamment, nous les prolos. Et donc du coup, là-dessus, on a une construction notamment sociale qui fait que l'empathie n'est possible que aux personnes de la même classe sociale. Et encore, généralement, c'est d'un point de vue utilitariste. On va développer une empathie, on va utiliser une empathie seulement parce que ça nous apporte un intérêt à nous, Jean-Michel Connard, SDO. C'est comme ça qu'on va utiliser l'empathie finalement. On va justement, vous voyez, utiliser l'empathie. Donc on est vraiment sur un profil de personnalité qui est horrible, hein. On est sur un individu qui est d'une très mauvaise qualité humaine, c'est pas ouf. Et un des très rares moyens qu'il y a de casser une personnalité SDO, c'est vraiment très compliqué, globalement c'est de le mettre au même niveau que la classe sociale la plus basse. À partir du moment où un SDO va se retrouver dans des conditions de vie finalement de prolétaire, dans des conditions de vie où il va subir des oppressions, où il va voir ce que c'est que d'être en bas de l'échelle sociale, il y a une possibilité à ce moment-là qu'il se rende compte que en fait ces croyances que Jean-Michel vaut mieux que tous les autres, ça tient pas. Mais c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que même dans ce cas-là, la construction sociale d'un profil SDO, ça va être se justifier en disant que si là je suis en difficulté, c'est parce que les autres sont jaloux de moi, parce que je vaux mieux, parce que je suis plus important, parce que je suis quelqu'un qui est plus intelligent, qui est plus fort, qui mérite plus et ainsi de suite. Si je suis en bas de l'échelle sociale là maintenant, en fait, c'est parce que les autres gens sont jaloux. Les autres gens sont jaloux de ma réussite, les autres gens sont jaloux de mes talents, sont jaloux de mes capacités. Et donc du coup, ils me maintiennent en bas de l'échelle sociale uniquement parce qu'ils m'en veulent. Ils m'en veulent d'être mieux. Voilà. Donc même en les mettant dans ces situations-là, en fait, c'est compliqué de leur faire prendre conscience de leur profil de personnalité, on va dire, discutable. Extrêmement discutable. Donc même là-dessus, en fait, ce que tu dis, Axel, c'est compliqué. C'est-à-dire que toi, l'idée, à mon avis, que tu avais, c'était de dire justement, en gros, avec ce genre de personnalité, de ce que je comprends du message, si on leur met en gros un coup de bâton, c'est peut-être le moment où ils vont prendre conscience de ce que vivent les autres et que du coup, ils vont peut-être se dire que « Ah merde, j'ai fait de la merde ». Mais en vrai, non. C'est très rare, et surtout si c'est juste un coup de justice comme ça, ces personnes-là ne le subissent pas. Parce qu'on rappelle que le profil de ces personnalités-là, ce sont des profils de personnes blanches, hommes, hétéronormés, aisés, occidentaux. Autrement dit, c'est les gens qui sont généralement à l'initiative des lois, ce sont les gens pour qui les lois sont faites, et qui du coup les protègent. Ce sont les gens qui, même s'ils ont fait de la merde au point de vue de la loi, généralement ont des passerelles pour se protéger, pour avoir des conditionnements, on va dire, de leur peine, et pouvoir du coup totalement passer outre les 3/4 de ce que subissent toutes les autres personnes en fait, dans la même situation. Donc du coup, même comme ça marche pas. Je rattrape. Je me base sur le goût de mon jus d'orange. Non mais très bien, on ne juge pas. Très bien, bon jus d'orange. Ma mère a passé toute mon enfance à me demander de ranger ma chambre parce qu'elle aime l'ordre. Est-ce que ça veut dire que c'est une right-wing autoritariste? Peut-être. Peut-être.
Et bonjour Dark, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien aussi bien que possible. Les jaloux, c'est les gens qui n'aiment pas le succès, comme souvent c'est ce qu'ils disent, oui, comme justification. J'ai un pote gay et de gauche qui bosse dans un lycée privé avec des ados d'enfants de riches. Il m'a confirmé que les plus riches sont insupportables, mais le fait qu'ils aient des problèmes avec la justice, c'est le seul truc qui les a un peu remis en question. Donc c'est compliqué. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que même dans ta phrase, il y a le un peu. Tu vois, même dans ta phrase, on voit bien que ça ne marche pas en fait. Ça va marcher vite fait. Ça va marcher vite fait de manière temporaire parce que là, ils ont eu un souci. Mais en vrai, t'attends 2 ans et c'est foutu. C'est reparti au même niveau. Donc, partant de là, et surtout, en attendant, est-ce que le ratio gain est intéressant? Est-ce que le ratio de mettre en place un tel système qui va de temps en temps un peu faire remettre en question ces personnalités-là, ça vaut, ce gain-là est valable face à la majorité des cas où déjà ça les cible pas, ça cible des Jean-Michel qui en ont déjà pris plein l'os, que ça les met encore plus dans la merde et que ça ne sert qu'à propager de la souffrance. Est-ce que le gain est suffisamment intéressant pour qu'on se dise « Ah ouais, franchement, là, bon système, on garde ça ». Moi, personnellement, j'ai un gros doute. Hein. J'ai un gros doute. C'est encore de l'empathie ou c'est juste un code social intériorisé qui singe l'empathie avec un but utilitaire pour sa propre classe? Eh bien ça dépend. Vous avez quelques personnes qui ont une pathologie qui leur permettent pas de sentir l'empathie, de ne pas comprendre l'empathie. C'est extrêmement rare. Et là pour le coup, éventuellement l'empathie peut être un véritable signe, on va dire, d'utilisation, vraiment d'un but utilitariste de l'empathie, parce qu'en fait ils vont singer une empathie mais ils ne vont pas la ressentir, mais c'est très rare. La plupart du temps les SDO vont avoir de l'empathie, par contre ils n'ont de l'empathie que pour les gens comme eux, ils n'ont de l'empathie que sur leur classe sociale, et du coup leur empathie se limite très vite, parce que globalement les 3/4 des gens ne sont pas de leur classe sociale. Et encore, je dis les 3/4, je suis gentil. Mais du coup, on n'est pas sur une version forcément utilitariste de l'empathie. On est surtout sur une empathie qui est très limitée. Parce que comme ils vont faire des hiérarchies, c'est ça en fait le truc qui va être extrêmement problématique dans ces personnalités-là, c'est qu'ils vont faire de la hiérarchie. Ils vont considérer qu'il y a des humains qui valent plus que d'autres. Et évidemment, les humains qui valent plus que d'autres, c'est eux. Hein. C'est eux, les humains comme eux. Donc du coup, encore une fois, qui est un nombre très limité. Mais comme ils ont cette vision hiérarchisée, en gros, il y a des humains et il y a des singes. On va résumer très salement, hein, mais en même temps, souvent, ils ont des idées racistes aussi qui viennent avec, donc on va se permettre d'utiliser ce vocabulaire-là. Pour le coup, comme ils vont estimer qu'en gros, il y a des humains et il y a des singes, eh ben ils vont se dire, moi j'ai de l'empathie pour les humains, mais les humains, finalement, c'est que les Jean-Michel riches, hommes. Donc du coup, ils ont de l'empathie, qui fonctionne très bien. Mais à côté de ça, ils n'ont aucune empathie pour ceux qui n'estiment finalement ne pas être des humains comme eux. À minima, ne pas être des humains comme eux. Quand, encore une fois, ils n'ont pas des propos et des visions beaucoup plus violentes, et notamment racistes, où ils vont juste estimer que finalement, c'est même pas des êtres humains, et que du coup, ils ont notamment une vision qui est spéciste. Hein. Généralement, on va pas se mentir, la vision spéciste vient extrêmement rapidement, hein, on s'étonne. Et du coup, évidemment, si du coup, tu as toute une catégorie d'humains que tu considères finalement être que des animaux, et que les animaux, tu t'en bats les reins, tu tombes sur des visions qui sont extrêmement violentes, et où finalement l'empathie n'existe pas, elle n'est pas présente. Et au mieux, ils vont considérer certains humains comme étant, on va dire, des animaux de compagnie. Au mieux, ils vont dire « Ah, ils sont gentils hein ». Vous avez toutes ces phrases que vous entendez par les gens bourgeois dans tout un tas d'émissions où ils vont vous dire « Ah, vous avez vu, on est allé dans tel pays, un pays pauvre, un pays qui est en difficulté, et vous avez vu tous ces gens, ils ont rien, mais pourtant ils ont tout, ils sont... Ah, ils respirent la joie, la simplicité, ainsi de suite. » Vous savez, ce discours très condescendant, où vraiment on voit qu'ils ont une vision des autres qui est, mais immonde. Pinès, tu me l'as piqué. Bah oui, mais en même temps, c'est les trucs crades qui sortent, donc je te la pique pas, malheureusement, c'est qu'ils l'utilisent un peu trop. C'est plutôt ça. Je continue à rattraper. Ça va, pour une fois, je suis tombé sur un conseiller CAF super sympa et compréhensif qui a su bien prendre en compte mon problème, et ça fait plaisir de temps en temps. Bah grave. Content pour toi, Dark. Content pour toi. Tap. Les employés, c'est des animaux de compagnie. Pour eux, ça explique tellement de choses. Mais oui. Mais c'est maintenant que vous le découvrez. Oui, les patrons, hein, et je parle pas du petit patron qui a sa petite boîte où il y a 3 employés et lui, hein, je parle des Bolloré et compagnie notamment.
pour eux, ils estiment que littéralement ce sont des animaux de compagnie, que ce sont des petites créatures mignonnes, sympathiques, mais qu'il faut pas trop les faire chier non plus parce que sinon ils vont les foutre dehors, tu vois. C'est le même genre de personnes qui vont acheter un chien parce que ah quand même c'est mignon. Et puis finalement au bout de 6 mois ils vont se dire non mais c'est chiant, il fait caca, il faut s'en occuper, il faut lui faire des câlins, faut le nourrir, il n'est pas oublié. Oh la flemme, tiens je vais l'abandonner sur un bord de route. Hein, on est sur le même type de réflexion, ils ont la même vision. Je savais qu'il les traitait mal, mais j'arrivais pas trop à mettre exactement le doigt sur la relation. Et bah voilà, bravo. Ça donne envie, hein. Ça rend heureux hein, quand tu t'en rends compte. C'est wouh, quelle joie, quelle société magnifique nous avons construit et que nous subissons. Ah là 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 là, quel plaisir finalement. Ouais, comparons l'incomparable. Regardez, eux n'ont quasiment rien, mais ne se plaignent pas, etc. Alors que pour le coup, ils se plaignent de ouf. Bah tiens, ça me permet de faire un petit shout-out. Vous avez Lex Calvin qui l'autre jour était en train de faire un react sur une émission qui traitait. Alors attendez que je retrouve. Je crois que c'est Lex Calvin. Je suis quasiment sûr que c'est Lex Calvin. Lex Calvin, très bonne chaîne de gauche, hein, si jamais vous ne connaissez pas, mettez un petit follow, c'est fait pour. Il avait un reportage qu'il diffusait où notamment on voyait les abus de certaines entreprises qui étaient dégueulasses au possible, qui allaient en fait employer des employés dans des pays pauvres, où en fait il leur faisait faire des travaux dans des conditions mais infectes. Et il disait notamment, le petit connard parisien, il te disait non mais vous voyez ces gens, ils ont rien, ils se plaignent pas pour travailler. Et en fait tu avais les journalistes qui sont allés faire l'enquête, qui ont demandé aux employés ce qu'ils disaient. Et les employés disaient mais en fait on ne peut pas se plaindre parce que dès qu'on dit qu'on n'est pas content, dès qu'on dit qu'on est en train de crever des poisons et compagnie, bah en fait ils nous virent, ils nous mettent à mort. Il y a notamment un journaliste qui avait enquêté 1 an avant eux, qui a été retrouvé poignardé. Voilà, et donc du coup en fait, si ils se plaignent de ouf. Par contre ils se font buter parce qu'ils sont dans des pays pauvres où bah finalement si tu payes t'as des gens qui viennent les buter quoi. Donc du coup on les entend plus une fois qu'ils sont morts. Bravo hein. Mais merci petit parisien de venir nous dire que t'inquiète ils se plaignent pas, eux ils sont contents d'avoir du travail. Non. C'est juste que vous êtes des immondes enflures et que vous les faire buter s'ils osent se plaindre. Et que même s'ils se plaignent vous les écoutez pas, vous en avez rien à péter. Alice Rage aussi avait fait un react là-dessus, peut-être. Alors Alice, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de la regarder, parce que là par exemple, bah, je suis en lurk chez elle, elle a les mêmes horaires de stream que moi, donc généralement je suis là pendant 1 heure au début du stream, et après je vois plus. Mais c'est possible que Alice l'ait aussi diffusé, c'est possible aussi, c'est grave possible. Moi j'ai souvenir de l'avoir regardé chez Lex, parce que Lex fait des lives le soir, en fait, notamment, et du coup je peux plus facilement les regarder, puisque bah, moi je stream la journée. Mais Alice, bah en fait je suis souvent, très souvent en lurk. Mais je vois que la première heure. Malheureusement. Bolloré trouve moins marrant que ses employés africains l'ouvrent et qu'il lui fasse un procès pour faux. Mais oui, typiquement, Bolloré en ce moment qui vous dit mais non, il n'y a pas d'abus et quoi que ce soit. Et en fait, dès que tu as des journalistes qui vont travailler un petit peu dans ces succursales qu'il a posées en Afrique un peu partout, bah finalement, tu as tous les employés de tous les pays africains qui sont là en mode alors non, on se fait entuber, il nous met dans la pauvreté absolue, il nous exploite, il ment, il a pas du tout enlevé la pollution, patati patata, comme il s'était engagé à certains endroits. Enfin, non, on est sur des trucs d'une honte absolue. Et à chaque fois, le pire, c'est qu'à chaque fois que t'as des journalistes qui viennent le montrer, les connards de putain de patrons viennent te dire le « Ah bon ? Ah non, mais nous, on a donné les ordres, on n'est pas au courant. Non, c'est un échelon là-bas qui a merdé. C'est probablement quelqu'un qui a voulu faire des économies et qui a du coup détourné des fonds. Franchement, nous, on ne savait pas. Nous, en toute gentillesse, on a donné les ordres pour que ça soit nettoyé. Et franchement, c'est pas notre faute, hein. Vraiment, c'est pas notre faute, c'est pas nous. On n'est pas capable de faire la moindre enquête pour vérifier que ce qu'on a demandé, ça s'est fait. Et tout ça, hein. Mon cul aussi, hein. Bref, pardon, je m'énerve quelque peu, hein. Je n'aime pas la société capitaliste. N'oubliez jamais, nous avons une alerte pour ça, hein. Mamie, t'es où? Mamie. Elle est où, mamie? Je la vois pas. Je la vois plus, mamie, je l'ai cachée où? Elle doit être plus basse? Oui, je l'ai vu là. J'ai vu mamie. Mamie Anard, voilà, n'oubliez pas. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Voilà.
Les employés zélés be like, Vicomte, oui, oui, oui. Alors là, je pense que vous n'avez pas entendu Vicomte parce que j'ai mis l'autre alerte en même temps par-dessus. Du coup, je suis désolé, vous avez raté l'alerte Vicomte, qui est une alerte de grande qualité, bien sûr. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On continue la lecture un petit peu. Je m'y remets. Donc, quand il a reçu cette souffrance, on estime que l'équilibre a été établi. Ainsi, plus la punition est sévère et plus on estime, dans la justice traditionnelle, que les personnes seront dissuadées de faire ces actes ou de les recommencer. D'ailleurs, vous avez vachement remarqué que tout ce qui est les peines de prison et compagnie ont vachement empêché, hein, ou même la peine de mort dans certains pays, ont vachement empêché les gens de faire des crimes. Ça marche tellement bien que... Ah bah non, en fait, non, ça marche pas, c'est ça le truc. Ça ne marche pas. Ah, c'est con. Ah, c'est con. C'est seulement les gens qui faisaient ça, qui faisaient toute cette réflexion sur à quel point la justice actuelle est tellement bien et que la prison est tellement bien et marche tellement bien, vous savez, tous ces gens droitos, si seulement à un moment donné dans leur vie, ils regardaient un peu les stats, ça serait incroyable, hein, ça serait incroyable, mais non, mais non. Bref, le focus de l'injustice est centré sur l'offenseur. Pour résoudre la situation, il s'agit de la punir. Mais les conséquences de l'offense chez la victime ne sont pensées qu'en termes de réparation matérielle. Il y aura des dédommagements par exemple. Le crime lui-même est considéré avant tout comme un viol de la loi, donc un affront contre l'État. Ce qui met encore une fois là où les victimes en second plan, en rôle de figurant. La scène de justice est principalement centrée sur ces acteurs professionnels, que ce soit le juge, les avocats, les professionnels en amont, tels que la police, en aval, ceux de la prison, de la réinsertion. Les offenseurs et les victimes doivent passivement suivre le processus de justice. C'est une affaire d'État gérée par ces acteurs professionnels qui ont le pouvoir de la décision finale. C'est rigolo du coup ça aussi, hein. C'est quand même marrant que dans la justice classique finalement, bah en fait on s'occupe de tout sauf des victimes. Au final. Ouais bah c'est triste que t'aies subi un truc, mais en fait ce qui nous importe nous c'est surtout que ce qu'a dit l'État n'a pas été respecté. Et ça c'est vraiment pas possible, hein. Non, bon après, oui, non, toi t'as souffert. Non, mais on s'en bat les reins. On s'en bat les reins. T'as vu quand même que là, ils n'ont pas respecté la loi. Franchement, ils n'ont pas respecté une préconisation, un ordre donné par l'État. Ça, c'est pas bien, hein. Toi, t'as souffert. Oui, enfin, c'est bon, tiens, on t'a donné des thunes. Arrête d'être triste, quoi. Belle dynamique encore, hein. Encore une fois, on est sur une justice qui est propre, hein. La justice habituelle n'a pas cette conception par hasard. Elle est une institution faite pour gérer les situations d'injustice. Laissée aux professionnels, distanciés des victimes et des offenseurs, on l'éloigne par exemple des formes chaotiques et apparentes de justice, comme la vengeance. Vengeance qui est de la merde, hein, on rappelle aussi. La vengeance est une façon apparente pour la victime ou proche de la victime de rétablir la justice pour la victime, mais qui entraîne un cercle de violence sans fin. Et bah bonjour et au revoir. Alors... Voilà. Des bisous, Coco. Au cas où vous ne le savez pas, je n'aime pas les blagues comme ça de pseudo très nuls. Des bisous. Je disais donc, mais qui entraîne un cercle de violence sans fin, ce qui est un problème pour la paix de la société. La vengeance n'arrête pas le crime, elle le perpétue. Ou au contraire, l'absence de justice laisserait les offenseurs continuer à offenser sans être arrêtés dans leur violence. Le problème ne serait pas résolu. Bref, il s'agit d'ordonner la justice, de l'organiser pour établir une forme d'ordre dans la société, qui peut éviter la perpétuation des problèmes et l'escalade de ceux-ci. Mais le mouvement pour une justice restauratrice considère cela comme problématique quant à ses conceptions et ses conséquences. De façon générale, la justice restauratrice et ses conceptions. Elle considère pour sa part que le crime est d'abord une violation de personne. Le crime, l'offense, lèse une victime, parce qu'elle y perd son pouvoir personnel, son autonomie, parce qu'elle en est traumatisée, à divers degrés de gravité. Ce trauma sapant leur autonomie. Par exemple, une personne cambriolée ne se sent plus en sécurité chez elle, elle craint les allées et venues autour de son domicile, etc. Ces violations de la personne et des relations interpersonnelles sont considérées par la justice restauratrice comme créant des obligations pour l'offenseur. Ces obligations centrales étant de réparer les torts. Voici un comparatif de conception générale de la justice habituelle, telle qu'on les a vues au-dessus, avec celle de la justice restauratrice, qui conçoit différemment les choses. Nous avons donc un tableau. Et donc là, est-ce que je vous le lis ? Ouais, en vrai si. Donc justice habituelle. Le crime est considéré comme un viol de la loi. Dans la justice restauratrice, le crime est considéré comme un viol de la personne, des relations interpersonnelles.
L'injustice est réglée si l'offenseur souffre à hauteur de ce que a souffert la victime. Dans la justice restauratrice, l'injustice est réglée si les torts ont été réparés, que la victime est satisfaite de ses besoins, que l'offenseur a reconnu les torts, l'a réparé, que la collectivité n'est plus inquiétée par ce tort. Les professionnels de la justice sont les seuls habilités à rendre justice, à décider de ce qui est le plus approprié à faire selon les lois et les échanges entre professionnels dans la justice habituelle. Dans la justice restauratrice, les professionnels de la justice sont à disposition pour aider à trouver des solutions satisfaisantes et justes pour la victime, pour la collectivité et pour l'offenseur. Mais elles ne décident pas à leur place, car le crime est considéré comme atteinte au pouvoir et à l'autonomie de la victime, une façon de rendre justice et donc de l'aider à retrouver du pouvoir. D'ailleurs, à ce passage-là, moi plus précisément, un autre élément qui m'a toujours fait tiquer sur la justice, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans des situations où des fois, il n'y en a pas forcément tant que ça, mais il y en a, où la victime dit qu'elle trouve la peine trop lourde. Ça arrive. Encore une fois, c'est pas forcément si commun que ça, mais il y a quand même des cas où en soi, la victime, la personne qui a subi le préjudice, trouve que la justice y allait trop fort. Et du coup, que fait la justice? Elle dit à la victime: ta gueule, on s'en branle. Nous on a dit que c'était ça. Donc tu te tais et c'est comme ça. Moi ça me semble quand même un peu bizarre. Parce que la personne qui est lésée, c'est la victime en fait. Du coup ça me semble quand même assez logique et cohérent de se dire qu'à un moment donné, si vous avez la victime qui vous dit ça va, c'est bon, on s'arrête là, on respecte ça en fait. Parce que au-delà du problème que déjà vous n'avez pas respecté ce que voulait la victime, ce qui est déjà un problème, c'est que surtout, potentiellement, vous maintenez ouverte une blessure, vous maintenez ouverte un trauma. Parce que en faisant quelque chose que du coup la victime considère comme abusif, ce que vous allez faire, c'est surtout que la victime va se sentir mal de ça, potentiellement. Elle ne va pas pouvoir passer à autre chose, parce qu'elle aura toujours ça sur la conscience quelque part dans le fond, que ça partira pas. Parce qu'on n'a même pas écouté quand elle a dit stop, on s'arrête là. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve extrêmement particulier et extrêmement bizarre en fait dans notre système de justice. Bon, après, quand on comprend un petit peu les tenants et aboutissants de la justice actuelle, finalement, non, c'est pas étonnant. C'est de la merde, mais c'est pas étonnant. Et du coup, ouais, non, enfin, déjà, niais. Normalement, vous buguez là-dessus. Si vous réfléchissez 30 secondes, normalement, vous êtes censé vous dire c'est quand même bizarre. C'est quand même pas très opti ce bordel. C'est quand même pas très opti. Je continue. Il est considéré dans la justice normale que la victime est satisfaite lorsque l'offenseur est puni, qu'elle a eu un dédommagement matériel quant à l'offense. Est-ce que j'ai pas raté un truc? Non, c'est bon. Du côté de la justice réparatrice, il est considéré que la victime est satisfaite lorsque ses besoins sont comblés, autonomie ou sécurité, que la réparation leur permet de retrouver leur pouvoir, qu'elle a pu exprimer tout ce qu'elle avait à exprimer à l'offenseur, ainsi qu'elle a pu obtenir tous les éléments qu'elle avait besoin de savoir, qu'elle a pu avoir tout ce dont elle avait besoin en information, en réparation, en transformation de l'offenseur, pour sa résilience face au sapage et au traumatisme possible que cette situation a induit en elle. Oui, ça m'est arrivé. J'ai eu un cas du style, en gros, j'ai pas voulu porter plainte contre quelqu'un, mais le procureur a quand même voulu lancer une procédure. Le déclaré coupable est resté en prison jusqu'au procès, alors que j'ai littéralement dit que je voulais qu'on lui fasse rien. Au procès, j'ai confirmé que je ne me déclarais pas en victime, et il a quand même reçu une condamnation en sursis. Genre, merci la police d'infliger des horreurs et des traumatismes à quelqu'un alors que je voulais qu'on lui foute la paix. Non mais voilà, c'est ça. C'est à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enfin, ça me semblerait être le minimum du minimum que d'écouter en priorité la parole de la victime. Surtout si la parole de la victime consiste à te dire « Stop, on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Ça n'apportera rien, on ne va pas plus loin. » Genre, Nick. Genre Nick. Voilà, pardon, hein, mais la police et tout ça, j'aime pas ça. Voilà. Ça fait du chiffre. Cool. Non. En exemple médiatisé, il y avait les 8 de Good Years aussi. Là, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Et le pire dans l'histoire, c'est que depuis, le mec nous a menacé, mon coloc et moi, à cause de cette histoire. Ces connards nous ont foutus en danger. Mais c'est ça le pire, parce que tu n'arrêtes pas le cycle de violence. Tu n'arrêtes pas le putain de cycle de violence, en fait. Tu fais que le propager. Parce que, du coup, la personne, elle a pris énormément de violence dans les dents. Donc, comme elle a pris énormément de violence dans les dents, eh ben, elle va être vénère.
et comme elle va être vénère, elle va s'attaquer à un peu n'importe qui, y compris des gens qui en soi sont avec elle, vont essayer de justement minimiser les choses. Mais bon, bref, on va dire que voilà, hein, on va continuer. Le problème dans la justice classique, posé par l'offenseur et son offense, sont considérés comme réglés lorsqu'il a été puni ou écarté de la société par la prison. Dans la justice restauratrice, les problèmes posés par l'offenseur et son offense sont considérés comme réglés quand celui-ci a pris réellement conscience des conséquences de ses actes, qu'il a exprimé une réelle volonté de réparer ses offenses, qu'il a effectivement mené ses réparations, que la collectivité et la victime sont compensées et satisfaites au mieux. Dans la justice classique, l'offenseur ne peut comprendre les méfaits de ses actes que par la punition ou l'éviction. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans la justice réparatrice, l'offenseur ne peut comprendre les méfaits de ses actes que lorsqu'il écoute vraiment la victime, la collectivité, répond à ses questions, voit, entend les conséquences de ses actes, comprend les liens que cela a détruits chez la victime, la collectivité et ses propres liens aux personnes. C'est déjà plus logique. Pourquoi est-ce que ça peut pas marcher en fait de faire comprendre à quelqu'un par la punition et l'éviction? Est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne va comprendre si vous ne lui permettez pas de voir ce qu'elle a fait? De voir ce qu'elle a fait en termes de conséquences sur elle, sur ses relations avec les autrui, sur les conséquences que ça a fait sur la personne en face, sur ses relations avec d'autres personnes, si elle ne voit pas l'effet qu'elle a fait sur, en général, en fait tout simplement la société. Est-ce que vous pensez vraiment que la punition ou le fait de te mettre dans un coin sombre, donc loin de toute information, hein, ça va vraiment te permettre de près ou de loin de comprendre que t'as merdé? Bien sûr que non. Tu l'écartes et tu le punis. Est-ce que à un moment donné, ça va essayer de mettre en place une dynamique positive où la personne va se dire peut-être que j'aurais pas dû faire ça? Non, bien sûr que non. La personne va juste dire ah bah ouais, bah j'ai bien fait de les défoncer, hein. La preuve, vous ne savez que vous vous comportez comme ça, donc je mériterais de faire encore plus finalement. C'est la seule chose qui peut se passer en fait. Et c'est ce qu'on constate encore une fois de manière récurrente. Des syndicalistes qui avaient enfermé 2 cadres pendant une grève, les cadres ont refusé de porter plainte, poursuite quand même par le procureur. Non mais... Voilà, ouais. Y a des cas où des personnes doivent être mises à l'écart de la société pour protéger les gens, mais c'est super rare et le but est clairement différent de mettre à l'écart quelqu'un par protection et le punir. Non mais clairement. Là, on n'est pas sur on protège autrui. On est sur l'offenseur, donc la personne qui a fait le truc mauvais, ne peut comprendre que si on lui casse la gueule. Non. Non. On n'est absolument pas sur une dynamique visant à protéger le reste de la société. On n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment juste pas pertinent. C'est juste pas pertinent. C'est ça qui en est assez incroyable. C'est ça qui en est vraiment assez incroyable. Bon, enfin bref. La justice restauratrice vise l'objectif de rendre la situation la plus juste, et pour cela, elle va mettre en place des processus visant l'autonomie, sa restauration chez la victime et la communauté touchée, la responsabilité assumée et appliquée chez l'offenseur. Les buts de la justice réparatrice sont donc 2. La paix et la transformation sociale, rétablir l'ordre et la paix locale, retisser des liens endommagés, rendre la justice plus curative, idéalement plus transformative. L'offenseur cesse d'offenser, la victime retrouve son pouvoir, la paix de la communauté n'est plus perturbée, voire mieux installée, de façon plus pérenne. L'empuissantement, mettre les décisions clés entre les mains des personnes les plus touchées par la criminalité. Aider les victimes, leur donner la parole, leur permettre de participer, de répondre à leurs besoins. La communauté est empuissantée également quant à sa capacité de résoudre les problèmes en collectivité par des décisions mutuelles, coopératives. La responsabilisation, dénoncer le comportement criminel comme étant inacceptable, réaffirmer les valeurs de paix de la communauté. L'offenseur a pris conscience de la responsabilité de ses actes, a compris les conséquences négatives de ses actes, les a réparés, se comporte désormais d'une façon non criminelle, responsable quant à la communauté, quant à son comportement. La probabilité des infractions futures est réduite parce qu'il est en empathie avec la victime, avec la collectivité, qu'il cherche à reconstruire des liens via ses actions de réparation dans le repentir. Je continue à rattraper. Si le bourreau a emprise sur la victime, celle-ci n'est pas forcément apte à décider elle-même de la gravité des faits et peut refuser de porter plainte. Alors en soi c'est une possibilité, sauf que là on dit pas on vous laisse juste tous les deux dans un coin sombre discuter. En fait, c'est pas le propos. Justement, il y a le fait de devoir mettre en place du soutien,
du soutien à différents niveaux pour notamment voir s'il y a une relation d'emprise ou pas. Et pour aider justement dans le cas où il y a une situation d'emprise, la personne qui fait l'emprise de se rendre compte que ça ne marche pas, que ce n'est pas une bonne dynamique, que ce n'est pas bon, lui faire prendre conscience de ce qu'elle fait. Et en fait, ça s'arrête pas juste à on va prendre la victime, on va prendre le bourreau, on va les mettre dans une pièce sombre et vous vous démerdez toutes les deux. Loin de là, très loin de là. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, on tomberait sur des problèmes extrêmement violents comme par exemple si c'est un bourreau et une victime, vous allez remettre la victime sous sa coupe, c'est débile, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est absolument pas l'idée. Je continue à trapeau. Non, pour un peu de contexte, le mec, on l'a retrouvé sur notre canapé à 4h du matin avec mon coloc. On a passé 1 heure à essayer de le raisonner juste pour qu'il sorte et il nous explique pourquoi il était là. Il avait pas l'air de nous capter, on a appelé la police juste pour qu'il sorte, mais rien de plus. Et j'ai appris plus tard que c'était un de mes voisins. Je ne le savais pas avant. D'accord, mais what? Infernal. Plus de psy et moins de flics. Oui. Je sais pas si le texte là en parle, mais dans d'autres textes on parle du manque d'accompagnement actuel dans les processus de justice transformative et réparatrice. Entre autres parce que la justice pénale actuelle est hégémonique et que les expériences sont rares et peu tolérées. Ouais, clairement. Il se passe des choses bizarres dans ma vie. Ouais, je confirme que c'est assez inhabituel. C'est assez inhabituel. Je continue le texte. Pour atteindre ces objectifs, il faut que les victimes soient impliquées dans le processus et en ressortent satisfaites. Les offenseurs comprennent comment leurs actions ont affecté d'autres personnes et qu'ils assument la responsabilité de ces actions. Le résultat aide à réparer les torts et à s'attaquer aux raisons de l'infraction. Les plans spécifiques sont adaptés aux besoins de la victime et de l'offenseur. Les deux parties ont le sentiment que l'affaire est close et sont toutes les deux réintégrées dans la collectivité. Ainsi, les questions qui dirigent les processus de justice restauratrice sont: qui a été blessé? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs obligations? Pourquoi est-ce arrivé? Qui a un intérêt dans cette situation? Quel est le processus approprié pour impliquer les parties prenantes dans un effort pour redresser la situation et éviter qu'elle se reproduise? Ici, dans la scène de justice, les professionnels sont en arrière-plan. Ils sont en accompagnement du processus par leur expertise, mais ils n'en sont pas les acteurs principaux. Ils facilitent la justice, mais ils ne l'incarnent pas en soi. Et ça, c'est l'élément qui est principal en fait. C'est que dans la justice classique, c'est l'inverse. La victime et le bourreau, finalement, sont en retrait, ne sont là que presque en observateur, et c'est les professionnels qui prennent tout le pas. Là où dans la justice réparatrice, c'est l'inverse. Ça va être la victime et éventuellement son bourreau qui sont en avant, qui sont mis devant, qui sont en premier plan, et les professionnels sont là pour aider le processus, mais pas pour le remplacer et pas pour dire qu'est-ce qui doit être dedans. Ils sont pas là pour prescrire en fait, ils sont là pour soutenir. Et c'est là où il y a peut-être effectivement un gros problème dans les tentatives à l'heure actuelle dans nos systèmes de mettre en place un peu de près ou de loin de la justice restauratrice, c'est que en fait on reste dans le premier paradigme en essayant d'appliquer le second. Sauf qu'on reste dans le premier paradigme. Et comme on reste dans le premier paradigme, concrètement, on a toujours des professionnels qui ne accompagnent pas. Ils ne sont pas là pour accompagner, ils sont là pour prescrire. Pour dire, il faut faire ça comme ça, point. Et ça, c'est un énorme problème en fait. Et effectivement, c'est, j'espère, parmi les critiques qu'on va voir un peu plus tard, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, ce qu'on fait, c'est pas de la justice réparatrice, c'est pas de la justice restauratrice, même quand on essaie de le faire dans la plupart des cas. Parce qu'on manque de moyens, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, parce que les personnes qui le font sont toujours dans le premier paradigme de dire que les professionnels de santé, les professionnels de justice sont là pour gérer, cadrer et non pas soutenir, mais prescrire. Genre donner des aides aux auteurs pour ne pas que le crime recommence, mais vous allez encourager le crime? Non. Clairement, non. C'est typiquement le cas quand tu vois des crimes, on va dire des délits, du genre « Oh, Jean-Michel est en train de crever la dalle, du coup il a commis un vol, un cambriolage pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir payer à manger, pour pouvoir payer des soins, ce qui arrive quand même assez trop régulièrement. » Et le principe de la justice à l'heure actuelle, c'est de dire « Bah tiens, on va vous défoncer la gueule, on va vous mettre en prison, et puis niquez-vous. » Ça va pas marcher en fait. Si la personne a été réduite à cette extrémité-là, c'est parce qu'elle était dans la merde, en fait. Un article d'Antipé sur le sujet. J'ai pas le lien. Tu m'as pas mis le lien, camarade. Ah si, il apparaît. Ah, c'est qu'il apparaît pas dans le... Ah, c'est marrant. Il apparaît pas dans le... Dans le MP. Il a fallu que je l'ouvre directement. Parce que j'ai un outil qui me le fait apparaître, en fait. Ah non, t'avais raté un message aussi. Ah, je me disais aussi. En vrai, tu peux le partager. Tu peux le partager parce que Antipé fait un très bon travail. AL bosse énormément. Ces temps-ci, d'ailleurs, je vous ai fait beaucoup de shout-out par rapport à sa chaîne. Non sans raison. C'est parce que justement, sa chaîne, elle est vachement de qualité et qu'elle bosse sur toutes ces questions-là.
Là en ce moment, elle est partie vraiment sur un énorme cycle de la justice transformatrice et vous avez notamment les ressources qu'il y a sur son blog qui sont vraiment de bonne qualité, enfin sur son site qui sont vraiment bien. Non mais t'inquiète, hein, c'est smooth. Vas-y, n'hésite pas, mets le lien, parce que bah en vrai c'est vraiment un contenu que j'essaie de mettre en avant parce que je trouve qu'il est vraiment de qualité. Je suis les coulisses, exactement, tu es les coulisses. Si on donnait au SDF un logement, un travail, un suivi psy, sachant que beaucoup ont des problèmes mentaux, ça coûterait moins cher que la justice, les prisons, etc. Oui. Clairement. Si on arrêtait de criminaliser par exemple les personnes qui ont par exemple des problèmes de santé psy, aussi ça serait pas mal. Si on arrêtait les internements à tout va comme ça aussi, ça serait pas mal. Si on arrêtait de criminaliser de manière débile tout un tas de situations et que par contre on venait un petit peu s'occuper des abus constants et qui ont un énorme coût sur la société et qui ne sont pas considérés comme illégaux, ça serait pas mal. Parce que si on reprend par exemple la question des logements, hein, je vais reprendre la question des logements parce que typiquement c'est un cas où on peut en parler beaucoup, surtout qu'en ce moment vous avez la droite qui est en train de faire sa petite panique morale en disant « Oh mon Dieu, vous avez vu, il y a des squatteurs et ils nous bloquent, et on peut plus vivre chez nous, et patati et patata. » Putain, mais quel pipeau de merde! La plupart des logements sont tenus par des multipropriétaires. Un quart de la population française n'a pas de logement. Enfin, à un moment donné, il va peut-être falloir se poser des questions et se dire peut-être qu'il y a un souci là-dessus. Peut-être que ça, qui n'est pas criminalisé, le fait d'avoir plein de logements, et notamment avoir des logements vides, il faudrait peut-être s'en occuper parce que d'un point de vue sociétal, ça a un coût non négligeable. Genre vraiment au pif, laisser des gens dans la rue, en train de crever de froid, au sens littéral, avec des enfants, avec des femmes enceintes, avec des personnes en mauvaise santé, et qui du coup vont être encore pire en mauvaise santé après. Mais non, ce qui est criminalisé, hein, c'est Jean-Michel SDF qui est allé ouvrir un logement qui était vide, non occupé, pour essayer d'être un peu protégé par le froid. Lui, il va être criminalisé. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Lui, on va le mettre en prison, on va dire que c'est une horrible créature, vraiment une personne immonde. Mais Jean-Michel multipropriétaire, qui lui a 3 logements non loués, qui sont vides, a sa maison, a un logement secondaire, lui non, t'inquiète, hein, TKT, il est bien pour la société. Hein. Niquez-vous un peu, hein, voilà. Oui, je suis une personne en colère. Voilà. On vous regarde, les Jacques et Jacqueline de Montfiac. Oui. Ah putain, oui. Je continue. Les principes de la justice restauratrice. Howard Zeer liste ainsi les principes qui sous-tendent et font qu'une justice est restauratrice. Vous rendez justice de façon réparatrice lorsque vous vous concentrez sur les dommages de la criminalité plutôt que sur les règles qui ont été enfreintes. Faites preuve d'une préoccupation, d'un engagement égaux envers les victimes, les délinquants, les familles, en impliquant tous les intéressés dans le processus de justice. Œuvrez pour la restauration des victimes et de leurs familles, en les empuisantant et en répondant à leurs besoins tels qu'ils se voient. Vous soutenez les délinquants tout en les encourageant à comprendre le tort qu'ils ont fait, à accepter de s'acquitter de leurs obligations. Reconnaissez que les obligations, même si elles peuvent être dures pour les offenseurs, ne doivent pas être conçues comme des dommages, et qu'elles doivent être réalisables. Que vous fournissez des opportunités de dialogue, direct ou indirect, entre la victime et les délinquants. Que vous trouvez des moyens significatifs d'impliquer la communauté et de répondre aux bases communautaires de la criminalité. Que vous encouragez la collaboration et la réintégration plutôt que la coercition et l'isolement. Que vous faites attention aux conséquences imprévues de vos actions et programmes. Que vous faites preuve de respect envers toutes les parties. En résumé, la justice restauratrice est un retournement paradigmatique de la justice habituelle, mais tout en étant liée à des formes de justice simples, dans le sens où il n'y a pas d'abstraction. Elle est connectée à du bon sens, pragmatique, terre à terre, et pense au bien-être de la collectivité et à son bon fonctionnement. Le but est de mettre fin au cycle des offenses, des souffrances, pour que la communauté puisse continuer d'avancer, et donc les victimes doivent pouvoir sentir qu'il y a eu justice. L'offenseur doit avoir pris conscience de ses actes pour ne plus recommencer, et avoir réparé les offenses faites à la victime et à la collectivité. Il n'y a pas d'abstraction dans ce processus, comme l'appel à des lois ou à des autorités professionnelles qui sauraient mieux rendre justice que les autres, et à qui on donnerait toute latitude de décider selon des principes abstraits.
La justice pénale protège l'ordre et pas le citoyen. Ce serait intéressant de retrouver des textes de Philou qui ont accompagné la construction de la justice contemporaine. Comme l'ordre de l'État a été conjointement édifié avec la sécurité de chacun, alors que non. Mais typiquement, c'est ça qui est intéressant. C'était il y a 3 semaines du coup, ou il y a 4 semaines, je sais plus. Quand on était sur l'institution policière, et pourquoi est-ce que l'institution policière c'est de la merde, on avait notamment les changements qui ont été faits entre, à la base, la manière dont à la Révolution, il y avait une certaine injonction, on va dire, de comportement des policiers, parce qu'il y avait justement... De quoi ? J'ai pas compris, ultra cute. À drop une alerte probable que j'éclippe. J'ai pas compris ultra. J'ai trouvé ça intéressant il y a quelques semaines quand on a lu et qu'on voyait qu'en fait les premiers textes de loi qui encadraient la police, qui du coup étaient une injonction à comment est-ce que la police doit fonctionner, étaient justement sur vous êtes là pour protéger le bien commun, vous êtes là pour protéger la société, vous êtes là pour protéger les tenants de la société, les personnes qui sont dans la société, les citoyens. Et le truc était fait en écho et qui montrait tout le problème, c'est que depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, on a un gros changement parce que notamment dans la loi, et dans la loi particulièrement au niveau de comment doit fonctionner la police, au niveau des textes de loi qui indiquent, on va dire, la prescription de travail pour les employés de la police, on a un élément qui a été rajouté et qui a été mis devant. Et ça c'est intéressant, non seulement ça a été rajouté, mais ça a été mis devant l'injonction du bien du peuple. Ce qui a été mis devant et ce qui a été rajouté, c'est vous devez faire respecter l'ordre de l'État. Vous devez protéger l'État français et les concitoyens. Et ça change tout. Parce que faire respecter, faire maintenir, protéger une institution, c'est pas protéger les constituants du peuple français. C'est pas la même chose. C'est certainement pas la même chose. Maintenir et protéger l'État français, c'est pas du tout dans l'intérêt des personnes qui sont citoyennes français, en fait. Ça peut être totalement différent, et on le constate d'ailleurs, encore une fois, assez régulièrement, que les personnes qui sont dans l'État français, que l'État français en tant que tel, l'institution française, porte énormément préjudice à énormément de ses citoyens. Si on reprend des cas plus ou moins récents, par exemple, qui se passent dans tous les territoires non métropoles, vous savez, tous ces territoires qui sont d'anciennes colonies, qu'on est venu prendre gentiment, pas du tout gentiment, qu'on est venu coloniser, où on a détruit les cultures qui étaient là, où on leur a dit maintenant ta gueule, t'es français, puis c'est tout, et qu'en plus de ça, on les a exploités assez allègrement, et que par-dessus, par exemple, on leur a dit, alors nous, en métropole, on n'utilise plus tel produit parce que c'est toxique, par contre, vous pouvez l'utiliser. Tenez, utilisez ces pesticides, TKT, ça marchera bien. Et ah bah merde, on vous a empoisonné pour plusieurs générations et votre sol est complètement pourri maintenant. Oui, c'est pour ça que nous on l'avait interdit en métropole, mais vous comprenez, vous êtes des territoires d'outre-mer et tout, c'est pas pareil, vous pouvez l'utiliser quoi. Pourtant c'est des citoyens français, mais c'est quoi le principe du coup? Enfin là l'État clairement il a porté préjudice aux citoyens français. L'État français a caché ces malversations. L'État français a toujours pas trop reconnu ce qu'ils avaient fait comme abus. Ils disent que non, TKT, il n'y avait rien à regarder. Pourtant, on a tout un tas de citoyens et de citoyennes françaises qui sont dans des états de santé lamentables, qui sont touchés pour plusieurs générations, que leurs enfants sont touchés également, que le sol sur lequel ils marchent est littéralement pourri par les produits qu'on a foutus là-dedans, que l'État français a permis de foutre là-dedans. Du coup, est-ce que les intérêts et la protection de l'État français, finalement là, c'était une bonne chose? Probablement pas, même clairement pas, si vous voulez mon avis. Pour autant, la police et la justice sont censés faire respecter l'État français, sont censés faire respecter la protection de l'État français envers et contre tout, y compris du coup envers et contre les citoyens qui se lèveraient contre lui en disant bah non, t'avais pas le droit de faire ça, c'est dégueulasse. C'est quand même marrant, c'est quand même marrant. Et bonjour Jean-Mi, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien aujourd'hui. Je continue la lecture. Différents processus de justice restauratrice. La justice restauratrice, la JR donc, a une conception plastique qui se moule selon les situations, les besoins des personnes, la culture du pays, la culture de la communauté concernée par le crime. Le terme communauté dans la justice restauratrice renvoie à toute personne ou groupe ayant des liens de cœur ou étant concerné par un délit, un crime.
Parfois, cela peut recouvrir une communauté au sens de lieu, une personne, enfin des personnes vivant dans le même lieu. Il y a des principes généraux, comme ceux décrits précédemment, l'importance de réparer ce que le crime a brisé, la réinsertion de l'offenseur dans la communauté afin de rétablir la paix sociale, etc. Mais les protocoles s'adaptent aux personnes, aux situations. Cette plasticité n'est pas un manque d'organisation, mais c'est bien un principe essentiel au concept de justice restauratrice. Tout d'abord, un protocole de justice restauratrice peut intervenir à tout moment de la procédure judiciaire, c'est-à-dire avant ou après un jugement par la justice classique. Parfois, elle peut remplacer des procédures classiques, mais elle peut également s'y superposer ou s'y adjoindre. Le protocole peut être institutionnalisé, c'est-à-dire officialisé par les institutions d'un pays auquel les personnes peuvent avoir recours. Le protocole peut aussi s'inscrire selon une initiative autonome dans une institution, par exemple à l'école ou dans des domaines professionnels où une démarche restauratrice peut aider à traiter les conflits, ou encore être une procédure adoptée par les groupes militants, qu'on verra plus tard. Globalement, le processus central de la justice réparatrice, c'est la rencontre, directe ou indirecte, entre l'offenseur et la victime, parfois incluant la famille de chaque partie, parfois incluant des acteurs de la communauté, voire la rencontre entre deux communautés. Cette rencontre est faite dans un cadre sécurisé, approprié, avec un facilitateur qui anime l'échange. La victime exprime les méfaits et ses conséquences, peut poser toutes les questions qu'elle souhaite à l'offenseur. Celui-ci peut y répondre et expliquer ce qui a déterminé son acte, le pourquoi, le comment. Il peut exprimer ses regrets, ses excuses, sa responsabilité, sa compréhension par rapport à la victime. La visée est la prise de conscience de l'acte, la responsabilisation de l'offenseur. Ensuite, il s'agit d'envisager une réparation. L'offenseur prend la responsabilité de mener à bien cette réparation, qui peut être matérielle, rembourser la fenêtre qu'il a brisée ou la réparer par exemple, et ou symbolique, si la personne a volé dans un magasin, non seulement elle répare matériellement en rendant l'objet, mais elle peut être amenée à travailler un temps pour ce magasin. On verra un exemple un peu plus tard. Quand c'est indirect, l'échange peut se faire via lettres ou communication distante. Les rencontres directes sont généralement interdites lorsque les crimes, les délits concernent des violences conjugales ou domestiques, en raison des besoins de la victime. Cela empirerait gravement leur situation, qui dans ce cas précis à fort traumatisme a besoin en premier lieu d'être mise en sécurité loin de l'offenseur. Je rattrape. Je crois que c'est genre 80% des citoyens qui sont empoisonnés. Le chiffre est aberrant. Ah non mais c'est phénoménal, c'est phénoménal, c'est une honte. Et encore une fois, est-ce que les gens sont inquiétés au niveau de l'État ? Que dalle, mais que dalle, ils en ont rien à péter. C'est infernal, c'est une honte qu'on en soit là. Mais bon. Forme informelle de la police restauratrice. Cela peut être une méthode qui s'insère dans le travail quotidien des policiers pour faire face à la criminalité de faible niveau et pour les comportements antisociaux sur le terrain. Le policier, sur le terrain, gère la situation pour établir les faits, voir ce qui a subi le préjudice et ce qui peut être fait par l'offenseur pour réparer le préjudice. Cela comprend l'organisation d'une communication entre offenseur et la victime avec les principes de justice restauratrice tels que vus précédemment. La conférence victime-délinquant ou l'avertissement réparateur en Angleterre. La rencontre se fait de façon indirecte ou directe entre offenseur et victime. Chacun peut avoir un accompagnateur de son choix dont le rôle est de soutenir la personne, famille, amis, etc. Le facilitateur est un policier formé à la justice restauratrice. Il ne doit pas s'être occupé d'arrestation ou avoir des intérêts liés à l'affaire. C'est une possibilité qui supplante le parcours en justice, qui s'apparente un peu au rappel à la loi en France, car le parcours juridique s'arrête ici. L'offense n'est pas inscrite dans le dossier de l'offenseur, mais il y a pourtant réparation pour la victime. La conférence communautaire suit le même processus que précédemment, la différence étant que cela implique des membres de la communauté affectés par un crime ou un délit. Le cercle de détermination de la peine suit le même principe, excepté que le nombre de participants est encore augmenté et que l'objectif est de déterminer une peine. Il peut y avoir des acteurs de la justice, un juge, un avocat, des citoyens de la communauté. Il s'agit de trouver un consensus sur la façon de résoudre le conflit, classer l'affaire tout en protégeant la communauté et penser la réinsertion du délinquant. Ce qui diffère le plus, c'est que cela peut faire partie du cadre de la procédure pénale, que les membres de la communauté peuvent directement participer à la lutte contre la délinquance et les troubles sociaux. Il est possible qu'il y ait d'autres cercles possibles, un cercle de paix par exemple, qui peuvent se concentrer sur les problématiques beaucoup plus larges qu'un crime, un délit, comme des conflits répétés entre deux communautés. On verra par exemple en Angleterre qu'un cercle a été organisé entre une communauté noire et des policiers, notamment parce que la communauté en question avait développé une forte méfiance envers la police étant donné qu'ils subissaient des contrôles d'identité avec des suspicions à leur égard. Comme pour les conférences, ils ont pu exprimer ce qu'ils avaient à dire, les policiers ont pu expliquer pourquoi ils avaient ce comportement, la communauté a pu tenter de trouver des réparations et des nouveaux modes de fonctionnement, afin que la situation s'améliore, qu'elle soit réparée, que le conflit puisse commencer à se régler. Nous reviendrons dessus un peu plus tard. Piou piou piou. Piou play.
Biou, biou, biou. Ouais. Et effectivement, c'est ça c'est un truc que je vous rappellerai toujours. Bon, ça fait un petit moment maintenant. On avait fait des reacts sur la chaîne de Oui D'accord. Si vous ne connaissez pas Oui D'accord, c'est une très bonne chaîne sur YouTube qui notamment critique énormément le capitalisme et l'impérialisme. Et en fait, il montre par ses vidéos que justement, à l'heure actuelle, on vous dit non, mais on colonise plus, TKT, on est sympa, on est des gens bien, tout ça. Mais c'est faux. Factuellement, c'est faux. Oui, on ne vient plus prendre un bout de terrain, mettre un drapeau et dire bonjour, ici maintenant c'est la France. Très bien. Sauf que ce qu'on fait en fait, c'est qu'on vient mettre toute notre puissance économique extrêmement déséquilibrée par rapport à ce qu'il y a là-bas. On vient racheter toutes les entreprises, on vient faire du lobbying sur les lois, on vient les mettre littéralement sous nos coupes. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent même pas se défendre face à ça. Et on en fait après ce qu'on veut. On en fait littéralement ce qu'on veut. On les fait travailler dans des conditions effroyables, on leur fait travailler avec des trucs empoisonnés, on leur fait travailler avec les enfants, on fait énormément de choses comme ça qui est extrêmement horrible et qui relève de ce qu'on a fait dans la colonisation. Mais officiellement, vous comprenez, c'est un État libre. On ne fait que posséder 80% de leurs industries, de leurs entreprises, c'est tout. Mais c'est un État libre, hein. Promis. Non, c'est de la colonisation. C'est pas la même forme de colonisation, hein, mais c'est de la colonisation, les gars. Je continue. Dans les communautés aborigènes du Canada, la procédure du cercle comporte 4 étapes. Étape 1, détermination du fait de savoir si l'affaire peut être soumise à la procédure du cercle. Étape 2, préparation des parties qui siégeront dans le cercle. Étape 3, recherche d'un consensus au sein du cercle. Étape 4, suivi et contrôle du respect de l'accord par le délinquant. L'ONU résume ainsi les différences entre les cours pénales habituelles et les cercles de détermination de la peine. Cour pénale, le conflit et l'infraction. La peine prononcée résout le conflit, se concentre sur le comportement passé, conception étroite du comportement, évite d'aborder les conflits sociaux, ce qui importe c'est le résultat, la peine prononcée, font appel à des professionnels. Les cercles communautaires, l'infraction est considérée comme n'étant qu'une petite partie d'une dynamique ou d'un conflit plus vaste. La peine prononcée n'est qu'une petite partie de la solution. Cela se concentre sur les comportements présents et futurs, la conception est plus large, plus holistique. Cela se concentre sur les conflits sociaux, les résultats et ce qui importe le moins, ce qui importe le plus, c'est la procédure qui façonne et qui parfois rétablit des relations entre les parties. Cela met à contribution la communauté. Le facilitateur ou l'animateur. Et oui, à Stockholm qui vient faire coucou. À mon cœur. Bah oui, hein. Bah oui, t'es mon bébé ça. C'est mon bébé ça. Question bête, on en est où de ce qui est de la VOD? La VOD c'est à 10h34, il est 11h48. On va pas trop tarder à s'arrêter. Je pense qu'on va lire encore le facilitateur, l'animateur et on coupera là-dessus. Le succès du programme de justice restauratrice repose énormément sur lui. Il faut qu'il soit capable de créer un environnement où les parties puissent interagir librement et sans crainte. Communiquer, y compris via la maîtrise des langues, en particulier lorsque les minorités sont impliquées. Écouter activement. Aider les gens à maîtriser leurs émotions. Aider les parties à dire et à entendre des choses difficiles. Équilibrer le débat entre les participants. Exprimer le soutien et l'empathie. Attention, même s'il arrive que des psychologues, via des associations spécifiques de justice restauratrice, se chargent de ces programmes, ce n'est pas pour autant une psychothérapie. Il ne s'agit pas non plus d'une médiation classique, où un juriste, un spécialiste de la loi, dirige les discussions en proposant des choix fermés. Ici, le facilitateur est un guide qui recadre, qui intervient si nécessaire. Il doit donc veiller à ce que personne ne domine la réunion, personne ne soit humilié, qu'il n'y ait pas de manipulation par une partie durant la réunion, que les réunions ne soient pas inutiles, intimidantes ou traumatisantes. Il a une posture neutre, sans jugement. Cette neutralité ne veut pas dire qu'il considère de la même façon les liens de personnes au crime délit. L'offenseur est responsabilisé des crimes. La victime est considérée comme lésée par ces crimes. Le verdict est clair. L'échange ne le remettra pas en doute. Cette neutralité ne consiste pas à dénier les conflits, les problèmes, les souffrances. Par exemple, si la victime veut prendre une décision de réparation qui la détruira encore plus, il interviendra. Si encore il y a acharnement injuste sur l'offenseur, il interviendra également. Ces facilitateurs peuvent être des professionnels dédiés à ce rôle en particulier, mais parfois ils sont recrutés parmi des travailleurs sociaux.
Ces facilitateurs peuvent également être des policiers formés à la justice réparatrice. Des policiers, j'ai du mal avec l'idée, mais pourquoi pas. Notamment dans le cas où le processus de justice restauratrice interviendrait comme alternative au jugement par les tribunaux. On reviendra bien évidemment sur ce point qui fait directement écho à la confrontation précédente. Est-ce que je vous lis également la réparation avant de couper ou pas? Il y a encore du texte. Non, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus pour cette VOD là. Du coup, on va s'arrêter sur la réparation. Ça fait une grosse VOD déjà, mine de rien, ça fait déjà une bonne heure. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as apprécié cette VOD sur cette début de partie sur la justice réparatrice. C'est pas mal intéressant. On voit quand même qu'il y a pas mal de choses qui sont à remettre au niveau. Hein. Vraiment, on est dans une idée où punir pour punir, c'est débile, ça ne sert à rien. Punir pour réparer, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas et ça n'apportera pas forcément à la victime ce qu'elle a besoin. Donc le point le plus important, le point à mettre en avant tout dans cette forme de justice, c'est bien sûr d'écouter. D'écouter à la fois la victime et le bourreau pour comprendre pourquoi ça a eu lieu, pour empêcher que ça recommence. C'est vraiment un point de vue qui, étonnamment, prend en compte les recherches en sciences humaines et sociales. Incroyable! C'est étonnant, hein, vraiment. À partir du moment où vous vous rendez compte que ça fait des plombes qu'on dit en recherche sur les thématiques justement de violence et compagnie, hein, en sciences humaines et sociales, que à un moment donné, il est extrêmement rare d'avoir un acte purement isolé qui n'est relié à rien. Vous avez toujours tout un tas de causes qui coexistent, qui ont amené à réaliser telle ou telle action qui est dommageable. Et du coup ça veut dire que si vous voulez résoudre cette situation, il faut le prendre en compte, il faut aller chercher ces causes. Il faut comprendre ces causes, il faut les trouver, les mettre, les étaler et les bloquer en fait. S'assurer que ça ne recommencera pas, non pas en mettant un coup de bâton sur la personne parce que ça n'enlève pas les causes, mais en s'occupant des causes du problème. Un crime, dans la très grande majorité des cas, et quand je vous dis très grande majorité des cas, on est vraiment sur la quasi-totalité des cas, ce n'est que le symptôme du problème. Ce n'est pas le problème. Or, dans la justice classique, on considère que le crime, le délit, est le problème. Sauf que c'est débile. C'est parfaitement débile. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, ça fait des plombes qu'on le voit que ça ne marche pas. Donc la justice réparatrice, son point de vue, et je trouve ça quand même vachement intéressant, c'est justement de se dire, bon, ce symptôme qui est apparu, qui est extrêmement violent, extrêmement dangereux, qui est problématique pour la communauté, pour la victime, ainsi de suite, encore une fois, on ne nie pas ça, ce n'est qu'un symptôme. Ce n'est pas la cause du problème. Si on veut empêcher que ça continue, que ça revienne de manière cyclique, encore et encore, il faut trouver pourquoi. Et il faut arracher à la racine le problème. Ça sert à rien de juste arracher le bout de plante qui dépasse du sol. Si vous avez toujours la racine, ça reviendra en fait. Il faut vraiment essayer de trouver le pourquoi. Pourquoi ça a eu lieu. Et à côté de ça, toujours dans la même dynamique, dans la justice classique, on s'en bat un peu les reins de la victime. Finalement, ce qui est problématique, c'est que la loi de l'État a été bafouée. Donc, il faut que l'État montre qu'il est fort, il est puissant. C'est un gros État. Ouh là là, on respecte l'État, hein, sinon c'est pas bien. Hein. Mais la victime, on s'en tape les reins. Là, on s'en fout en fait. Oui, il y a des lois très bien cool. Est-ce que ça a répondu en fait aux besoins de la victime? Est-ce que la victime, elle est plus en état d'être une victime? Est-ce que la victime, elle est passée à autre chose? Si elle est toujours coincée sur, on va dire, un statut de victime où elle subit, où elle n'est pas heureuse, où elle n'a pas assez besoin de satisfait, t'as rien résolu comme problème en fait. Hein. À part montrer que ton état il est fort et puissant, et en fait surtout ce que ça montre c'est que ton état est faible, il a rien compris, il a juste rien compris. Quel est l'intérêt? Dans la justice réparatrice, on va justement écouter la victime, on va essayer de voir pourquoi tu vas pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que tu ailles mieux? Qu'est-ce qu'on peut s'assurer de faire pour que ça ne porte pas préjudice à la communauté, que ça ne te porte pas préjudice à toi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu passes au-dessus, que tu puisses te réparer et retrouver finalement une vie normale, une vie en dehors de ce problème, tout simplement. Et c'est quand même vachement plus intéressant. C'est quand même vachement plus intéressant. Et bonjour Etilwen, tu arrives sur la fin de VOD. Bref, petite fougère de YouTube, des bisous, j'espère que tu as apprécié cette VOD. N'hésite pas évidemment à mettre des commentaires YouTube si ça t'intéresse, si tu avais un retour à faire. Et puis à très bientôt pour la suite. Des bisous, ciao ciao ciao.